La famille de ma fiancée a fait pression pour que je signe un contrat de mariage, alors j'ai ajouté une clause à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Dans le bureau du notaire, quand ils ont lu la partie exigeant qu'elle me paie si elle me trompait, le sourire narquois de son père a disparu instantanément. La famille de ma fiancée a fait pression sur moi pour un contrat de mariage, alors j'ai ajouté une clause surprenante à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je suis un homme de 31 ans et je suis avec ma fiancée depuis 3 ans. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois et le mariage est censé avoir lieu dans 4 mois. Je dis censé parce qu'après ce qui s'est passé hier, je ne sais honnêtement pas s'il y aura un mariage tout court. Pour vous donner un peu de contexte, je suis ingénieur en informatique. Je gagne bien ma vie, je ne suis pas millionnaire, mais je suis à l'aise avec environ 130 000 € par an. Je suis l'unique propriétaire de mon appartement de standing parce que j'ai eu de la chance avec des stock options d'une start-up pour laquelle j'ai travaillé dans ma vingtaine. J'ai environ 280 000 € sur des plans d'épargne retraite et assurance vie, et encore 90 000 € en économie et investissement. Pour un homme de 31 ans, je m'en sors plutôt bien. Ma fiancée travaille dans le marketing. Elle gagne environ 65 000 € par an. Elle a encore des dettes liées à son prêt étudiant, environ 30 000 €. Elle ne possède pas de biens immobiliers. Ses finances sont correctes, mais clairement pas aussi solides que les miennes. Sa famille, en revanche, est riche, vraiment riche. Son père possède une chaîne de concessions automobiles dans toute la région Rhône-Alpes. Sa mère n'a pas travaillé depuis 30 ans. Ils vivent dans une immense villa, conduisent des voitures de luxe et passent leurs vacances d'été à Saint-Barthélemy ou aux Maldives. Vous voyez le genre. Mais voilà le problème, malgré leur richesse, ils m'ont toujours traité comme si je leur étais inférieur. Comme si je n'étais pas assez bien pour leur précieuse fille. Son père a déjà fait des remarques sur le fait que je ne suis qu'un employé alors qu'il est le chef d'entreprise. Sa mère m'a un jour demandé si j'étais sûr d'avoir les moyens de payer la bague que j'avais achetée. La bague a coûté 8 000 €. Je l'ai payée comptant, je n'ai pas fait un seul centime de crédit. Il y a 2 mois, son père m'a convoqué dans son bureau lors d'un dîner de famille. Très formel, très sérieux. Il s'est assis derrière son bureau comme si nous étions à un entretien d'embauche et m'a dit qu'avant que le mariage ne puisse avoir lieu, je devrais signer un contrat de mariage. En fait, je n'y étais pas opposé. Les contrats de mariage sont logiques. Ils protègent les 2 parties. J'ai dit que je serais ravi d'en examiner un. Puis, j'ai vu le document. Il faisait 12 pages. Leur notaire de famille l'avait rédigé et il était complètement à sens unique. Voici les points principaux, tous les biens que j'apportais dans le mariage tomberaient dans la communauté de biens. Après 5 ans, toute augmentation de mes comptes d'épargne retraite pendant le mariage serait divisée à 50/50 en cas de divorce, peu importe qui en faisait la demande. Si nous divorcions, je serais responsable du remboursement de ce qu'il restait de son prêt étudiant. Je devrais lui verser une prestation compensatoire basée sur le maintien de son train de vie. Si elle choisissait de réduire ses heures de travail après avoir eu des enfants, l'héritage de ses parents resterait protégé à 100% et séparé pour toujours. Tous les cadeaux de sa famille pendant le mariage resteraient ses biens propres. Mais voici le clou du spectacle, il n'y avait absolument rien pour protéger mes biens. Rien sur ce qui se passerait si elle me trompait. Rien sur son comportement à elle, quel qu'il soit. Tout était entièrement conçu pour diriger mon argent vers elle tout en protégeant tout ce qui venait de leur côté. J'ai demandé à son père pourquoi l'accord était si déséquilibré. Il m'a regardé comme si j'étais un peu lent à la détente. Parce que tu as plus à perdre. Cela protège ma fille. De quoi exactement? De se retrouver avec rien si les choses tournent mal. Et qu'est-ce qui me protège, moi? Il a carrément ri. Tu es un homme. Tu t'en sortiras très bien. Les hommes retombent toujours sur leurs pattes. J'ai ramené le document à la maison et je l'ai montré à ma fiancée. Je m'attendais à ce qu'elle soit horrifiée, qu'elle prenne mon parti, qu'elle dise à son père que c'était ridicule. Au lieu de cela, elle a dit, je veux dire, ça me semble juste. Tu gagnes plus d'argent et mes parents veulent juste s'assurer que je serai à l'abri. Ça a été la première fracture. J'ai engagé mon propre avocat spécialisé. La consultation seule m'a coûté 400 €. Je lui ai dit que je voulais négocier un contrat équitable, et non rejeter le concept dans son ensemble. Il a examiné leurs documents et a littéralement éclaté de rire. Ça ne tiendrait jamais devant un tribunal, a-t-il dit.
C'est tellement déséquilibré qu'un juge l'annulerait probablement pour clauses abusives. Mais plus important encore, voulez-vous vraiment entrer dans une famille qui trouve cela acceptable? Bonne question. Mon avocat a rédigé une contre-proposition. Elle, au moins, était juste. Elle protégeait nos biens d'avant le mariage de manière égale. Elle comportait des dispositions raisonnables pour la prestation compensatoire. Elle abordait ce qui se passerait dans divers scénarios, y compris la perte d'emploi, l'invalidité et les enfants. Et oui, j'ai ajouté une clause d'infidélité. La clause stipulait que si l'une des parties s'engageait dans une infidélité pendant le mariage, elle perdrait son droit à 75% des biens matrimoniaux auxquels elle aurait autrement eu droit, et devrait verser à l'autre partie 50 000 € de dommages et intérêts. N'importe laquelle des deux parties. Cela s'appliquait à nous deux, de manière totalement égalitaire. Nous avons programmé une réunion à l'étude de leur notaire pour examiner les deux documents. Son père a insisté pour être là. Sa mère est venue aussi, habillée comme si elle se rendait à un déjeuner mondain. Ma fiancée s'est assise à côté de moi, mais d'une certaine manière, j'avais l'impression qu'elle était de leur côté de la table. Le notaire a passé en revue ma contre-proposition point par point. Son père hochait la tête, l'air suffisant, pensant probablement qu'il pourrait me faire pression pour que j'en abandonne la majeure partie. Puis le notaire est arrivé à la clause d'infidélité. Il l'a lue à haute voix. Dans l'éventualité où l'une des parties s'engagerait dans une infidélité conjugale, définie comme des relations romantiques ou intimes avec une personne extérieure au mariage, la partie fautive perdra 75% de ses droits sur les biens matrimoniaux et versera à la partie non fautive 50 000 € de dommages et intérêts. Le visage de son père est passé de suffisant à confus, puis à quelque chose que je ne peux décrire que comme paniqué. Ce n'est pas standard, a-t-il balbutié. En fait, les clauses d'infidélité sont de plus en plus courantes dans les contrats de mariage, a dit calmement mon avocat. Sa mère est intervenue, c'est scandaleux. Vous accusez notre fille d'être une femme infidèle avant même d'être mariée. J'ai répondu, je n'accuse personne de rien. La clause s'applique à nous deux de manière égale. Si je trompe, je la paie. Si elle trompe, elle me paie. C'est juste. Ma fiancée fixait la table. Pas moi. Pas ses parents. Juste la table. Son père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Nous ne signerons pas ça. C'est une insulte à notre famille. J'ai alors dit, je suppose qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mariage, puisque vous avez fait de ce contrat une condition pour le mariage, vous vous souvenez? La pièce est devenue silencieuse. Ma fiancée m'a enfin regardé. On peut parler en privé. Nous sommes sortis dans le couloir. Pourquoi as-tu mis ça là-dedans, a-t-elle demandé. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Tu veux que je te protège financièrement? Je veux me protéger contre la trahison. Les deux sont raisonnables. Elle a répondu, mais ça donne l'impression que tu ne me fais pas confiance. J'ai rétorqué, le contrat de ton père donnait l'impression que tu ne me faisais pas confiance. En fait, il donnait l'impression que tu t'attends à ce que j'échoue. Où était ton inquiétude concernant la confiance à ce moment-là? Elle n'avait pas de réponse. Nous sommes retournés dans la pièce. Son père s'était apparemment concerté avec le notaire car il a immédiatement dit, nous avons besoin de temps pour examiner cela. Nous nous réunirons à nouveau la semaine prochaine. C'était hier. Ma fiancée m'a à peine adressé la parole sur le trajet du retour. Elle s'est couchée tôt. Ce matin, elle est partie au travail sans dire au revoir. Sa mère m'a déjà envoyé 3 SMS, me traitant d'homme contrôlant et paranoïaque, et disant que j'ai montré mon vrai visage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Une part de moi pense que c'est la fin. Une part de moi pense que c'était un test nécessaire qui a révélé quelque chose d'important. Ce que je sais, c'est que je ne signerai pas leur accord à sens unique et que je ne retirerai pas la clause d'infidélité du mien. Si ça fait de moi le méchant de l'histoire, qu'il en soit ainsi. Mise à jour 1, 6 jours plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses depuis mon premier message. Merci à tous ceux qui m'ont dit que je n'étais pas fou. J'avais besoin de cette validation plus que vous ne l'imaginez. Le lendemain de ma publication, ma fiancée est rentrée du travail et nous avons eu une vraie conversation. Pas une dispute, une vraie conversation d'adulte pour une fois. Elle a avoué qu'elle n'avait pas vraiment lu le contrat de son père avant qu'il ne me le présente. Elle pensait juste que c'était standard.
Quand je lui ai montré des clauses spécifiques et expliqué à quel point elles étaient déséquilibrées, elle a semblé sincèrement surprise. Je ne savais pas que c'était si mauvais, a-t-elle dit. Mon père a dit que c'était juste pour nous protéger tous les deux. Je lui ai demandé, as-tu lu la partie où mon appartement devient un bien commun après 5 ans, mais où ton héritage reste protégé pour toujours? Elle ne l'avait pas fait. Nous avons parlé pendant des heures. À la fin, elle a convenu que le contrat de son père était injuste et que ma contre-proposition était en fait raisonnable. Elle a dit qu'elle parlerait à ses parents pour les calmer. Je pensais que les choses s'arrangeaient. Puis son père s'en est de nouveau mêlé. Au lieu de m'appeler directement comme une personne normale, il a agi dans mon dos. Il a commencé à appeler mes parents, mes parents, pour leur dire que je faisais des difficultés, que je sabotais le mariage et que j'avais des problèmes de confiance qui allaient ruiner la vie de sa fille. Ma mère m'a appelé, confuse et inquiète. Tout va bien? Son père a dit que tu refusais de signer des documents légaux et que tu menaçais d'annuler le mariage. J'ai dû expliquer toute la situation depuis le début. Ma mère, que Dieu la bénisse, a tout de suite compris. Donc, il veut que tu signes quelque chose qui ne protège qu'elle. Et quand tu as demandé une protection égale, soudainement c'est toi le problème. Exactement. Mais son père n'en avait pas fini. Il s'est pointé à mon appartement sans prévenir un mardi soir. Il a juste sonné à la porte comme si on était de vieux copains de golf. Ma fiancée n'était pas encore rentrée. Il n'y avait que lui et moi. Je crois qu'on est parti du mauvais pied, a-t-il dit en essayant de paraître amical. J'ai répondu, je crois que vous avez essayé de me faire signer un document qui m'aurait détruit financièrement en cas de divorce. Il a dit, ce n'est pas écoute, j'essaie juste de protéger ma fille de toi spécifiquement. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous pensez que je vais lui faire exactement? Il n'avait pas de bonne réponse à ça. Il a bafouillé quelques mots sur au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver et prévoir le pire. Puis il m'a fait une offre. Et si nous retirions certaines des clauses auxquelles tu t'opposes? Nous pouvons rendre cela plus équilibré. Mais tu dois retirer ce truc sur l'infidélité. C'est offensant pour ma famille. J'ai demandé, pourquoi? Il a dit, comment ça pourquoi? Ça insinue que ma fille pourrait te tromper. J'ai répondu, ça insinue que l'un ou l'autre pourrait tromper. Je serais lié par la même clause. Il a répliqué, mais tu es un homme. C'est différent. J'ai littéralement ri. En quoi est-ce différent? Il a bafouillé. Parce que tu penses qu'il est plus probable qu'elle trompe que moi. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai rétorqué, alors pourquoi la clause ne vous dérange-t-elle que dans un sens? Il est parti peu de temps après. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce soir-là, ma fiancée est rentrée à la maison en agissant bizarrement. Nerveuse. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone toutes les quelques minutes. Quand je lui ai posé des questions sur sa journée, elle m'a répondu par monosyllabe. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je veux que ce soit clair. Mais j'ai remarqué quelque chose. Elle n'arrêtait pas d'envoyer des SMS à quelqu'un. Toutes les quelques minutes, son écran s'allumait et à chaque fois, elle inclinait l'écran pour que je ne puisse pas voir. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Elle n'avait jamais fait ça avant. J'ai décidé de faire quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fait semblant de m'endormir sur le canapé en regardant la télé. Vers minuit, elle est allée aux toilettes et a laissé son téléphone sur le chargeur dans la chambre. J'ai regardé. Les messages étaient avec son ancienne colocataire d'école de commerce, quelqu'un que j'avais dû rencontrer 2 fois lors de dîners de groupe. La conversation consistait principalement à se plaindre de moi, de la situation du contrat de mariage, de son niveau de stress. Mais il y a eu un échange qui m'a glacé le sang. Sa colocataire, tu lui as parlé de ce qui s'est passé l'année dernière? Ma fiancée, non. Et il ne doit jamais le savoir. C'est pour ça que mon père panique autant à cause de la clause d'infidélité. Sa colocataire, meuf. Mon Dieu. Ma fiancée, c'était une seule fois et on n'était pas encore fiancés. Ça ne compte pas. Sa colocataire, si ça ne compte pas, pourquoi as-tu si peur qu'il le découvre? Ma fiancée, parce qu'il me quitterait, et mon père me tuerait pour avoir tout gâché. J'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Je suis retourné sur le canapé.
Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai agi de manière tout à fait normale. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Donc, si je comprends bien, son père a imposé un contrat de mariage agressif et à sens unique. Il a paniqué spécifiquement à propos de la clause d'infidélité. Et apparemment, il s'est passé quelque chose l'année dernière qui rendrait cette clause très pertinente. Je n'ai pas de preuves concrètes, juste une conversation par SMS qui pourrait signifier plusieurs choses. Mais combiné à l'insistance bizarre de son père sur le fait que la clause d'infidélité était offensante, ça dresse un tableau qui ne me plaît pas du tout. J'ai recontacté mon avocat. Je ne confronte personne pour l'instant. J'ai besoin de plus d'informations avant de faire exploser toute ma vie. Mais je commence à penser que tout ce drame autour du contrat n'a jamais eu pour but de la protéger de moi. C'était pour la protéger des conséquences de quelque chose qu'elle a déjà fait. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai. Mise à jour 2, 8 jours plus tard. Bon, voici toute l'histoire. Ça a été plus d'une semaine d'enfer, mais j'ai enfin une vue d'ensemble et ce chapitre est clos. Après avoir vu ces SMS, je savais qu'il me fallait plus d'informations avant d'agir. Je ne pouvais pas simplement accuser ma fiancée de m'avoir trompé sur la base d'un message vague concernant ce qui s'était passé l'année dernière. Alors, j'ai creusé. Je ne suis pas fier de tout, mais on en est là. D'abord, j'ai posé une question anodine à ma fiancée sur cette période. Et, tu te souviens du printemps dernier, quand tu es allé à ce congrès en mars? C'était juste avant mon anniversaire, non? Elle s'est tout de suite tendue. Ouais. Pourquoi? J'ai répondu, j'essayais juste de me rappeler la chronologie des événements, ça me paraît si loin. Elle a dit, c'était ennuyeux. Il ne s'est rien passé de mémorable. D'accord, je me souvenais de ce congrès. Elle était partie pendant 4 jours. Elle était rentrée en se montrant distante pendant environ 2 semaines ensuite. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était juste fatiguée par le voyage et le décalage. Maintenant, je reconsidérais chaque détail. Voici ce que j'ai fait ensuite. J'ai contacté directement son ancienne colocataire. Nous sommes amis sur les réseaux sociaux depuis que ma fiancée a ajouté tout le monde pour son anniversaire il y a 2 ans. Je lui ai envoyé un message décontracté disant que je prévoyais une fête surprise pour le prochain anniversaire de ma fiancée et que je voulais m'assurer de ne pas l'organiser à un moment où elle pourrait voyager pour le travail. Une question totalement innocente. Sa réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Oh, c'est tellement mignon. Elle a été tellement stressée par les préparatifs du mariage ces derniers temps. Après tout ce qui s'est passé à ce congrès l'année dernière, elle mérite quelque chose de bien. Après tout ce qui s'est passé au congrès. J'ai un peu insisté. Ouais, elle a dit que ce voyage avait été difficile. Des drames au boulot, lol. Elle a répondu, non, ce n'était pas des drames au boulot. J'ai du mal à croire qu'elle t'en ait parlé, cela dit. Elle n'a pas vraiment donné de détails. Elle a répliqué, ouais, eh bien, c'était toute une histoire. Son ex qui débarque dans le même hôtel, eux qui passent le week-end à rattraper le temps perdu. Je lui avais dit qu'elle n'aurait jamais dû aller dans sa chambre, mais tu sais comment elle est quand elle a bu. Enfin bref, je suis sûr que c'est de l'histoire ancienne maintenant puisque vous avez surmonté ça. Je n'ai pas répondu après ça. Donc, ma fiancée m'a trompé lors d'un congrès avec son ex pendant tout le week-end, et son père était au courant. C'est pour ça qu'il tenait tant à ce que la clause d'infidélité soit retirée. Il savait que si nous nous marions et que je le découvrais un jour, j'aurais un recours légal pour me protéger. Toute cette embuscade autour du contrat de mariage n'avait pas pour but de la protéger financièrement. Le but était de s'assurer que je ne pourrais pas toucher à leur précieux argent si je découvrais ce qu'elle avait fait et que je demandais le divorce pour faute. Je suis resté avec cette information pendant 2 jours. Je n'ai affronté personne. Je n'ai pas changé de comportement. J'ai juste digéré et planifié. Puis j'ai agi. J'ai contacté mon avocat et je lui ai tout raconté. Il a dit que le contrat était de toute façon mort puisqu'il refusait de signer ma version, mais que je devais tout documenter au cas où la relation se terminerait mal et qu'ils essaieraient de s'en prendre à moi. J'ai programmé une autre réunion à l'étude de leur notaire. J'ai dit à ma fiancée que c'était pour arranger les choses et trouver un compromis acceptable pour tout le monde. Elle a semblé soulagée. Son père était pratiquement fou de joie quand il l'a appris. La réunion a eu lieu il y a 3 jours.
Nous étions assis dans la même salle de conférence que la première fois. Ses parents, elle, moi, les deux juristes, la même disposition des sièges. Son père avait ce regard satisfait de celui qui a enfin gagné. Ça a commencé tout de suite, je suis heureux que tu aies retrouvé la raison. Mon notaire a préparé une version révisée qui devrait convenir à tout le monde. Le nouveau contrat avait supprimé certaines des clauses les plus scandaleuses, mais ne comportait toujours pas de disposition sur l'infidélité. Toujours à sens unique, juste de manière moins évidente. J'ai donc laissé le notaire lire tout le document. Les 12 pages de la version révisée. Quand il a terminé, tout le monde m'a regardé dans l'attente. Avant de répondre à cela, ai-je dit calmement, j'ai une question. Bien sûr, a dit son père, tout sourire maintenant. Que s'est-il passé au Congrès en mars dernier? La pièce est devenue d'un silence de mort. Le visage de ma fiancée s'est vidé de ses couleurs. Le sourire de sa mère s'est figé. Les yeux de son père se sont écarquillés. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit rapidement ma fiancée. Vraiment? Parce que ton ancienne colocataire semblait penser que c'était de notoriété publique. Une histoire avec ton ex qui débarque dans le même hôtel, toi qui passes le week-end dans sa chambre, ça te dit quelque chose? Son père s'est levé. Cette réunion est terminée. Non, je pense que cette réunion ne fait que commencer. Je suis resté assis, complètement calme. Vous voyez, je comprends enfin pourquoi vous étiez si désespéré de faire retirer cette clause d'infidélité. Il ne s'agissait pas de protéger la dignité de votre fille. Il s'agissait de la protéger des conséquences de quelque chose qu'elle a déjà fait. Ma fiancée a commencé à pleurer. C'était une seule fois, on n'était même pas fiancés. J'ai répondu, j'allais te le dire un jour. Quand exactement? Après qu'on soit mariés? Après que tu aies eu un accès légal à la moitié de mes biens, peu importe ce que tu avais fait. Ça ne signifiait rien. J'ai rétorqué, alors pourquoi l'avoir caché pendant plus d'1 an? Pourquoi avoir demandé à ton père de rédiger un contrat spécifiquement conçu pour te protéger d'avoir à rendre des comptes pour infidélité? Son père est intervenu, attendez une minute. Je ne savais rien de tout ça quand j'ai rédigé le contrat. J'ai répliqué, votre fille a littéralement envoyé un texto à son ami pour lui dire que son père paniquait à cause de la clause d'infidélité à cause de ce qui s'était passé. Donc soit vous mentez en ce moment même, soit elle mentait à son ami. C'est quoi l'explication? Ils se sont regardés. Aucun n'a parlé. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en me levant. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a plus de nous. C'est terminé. Ma fiancée m'a attrapé le bras. Je t'en prie, on peut surmonter ça. Les couples survivent à l'infidélité tout le temps. J'ai répondu, les couples qui sont honnêtes l'un envers l'autre, peut-être, mais tu ne l'as pas été. Tu me l'as activement caché pendant plus d'1 an. Toute ta famille t'a aidé à le cacher. Tu m'as manipulé pendant que je planifiais un avenir avec quelqu'un qui n'existait pas. Sa mère a fini par parler. Tu jettes 3 ans à la poubelle pour une erreur. J'ai dit, je m'éloigne de gens qui pensent qu'il est acceptable de me tromper et de rédiger ensuite des documents légaux pour se protéger de cette tromperie. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Je me suis dirigé vers la porte. Son père a tenté une dernière chose, si tu franchis cette porte, tu te fais un ennemi. Je connais beaucoup de monde dans la région, des chefs d'entreprise, des avocats, des gens qui peuvent te rendre la vie très difficile. Je me suis retourné pour lui faire face. Vous êtes en train de me menacer après tout ce que votre famille vient de me faire subir? Il a répondu, je dis juste, réfléchis à ce que tu fais. J'ai dit, j'y ai amplement réfléchi. Bonne chance pour expliquer à vos associés pourquoi les fiançailles de votre fille ont été rompues. Je suis sûr que elle l'a trompé et nous avons essayé de dissimuler ça avec un contrat de mariage abusif passera très bien au club de golf. Son visage est devenu violet, mais il n'a rien ajouté d'autre. Je suis sorti. Mon ex-fiancé m'a appelé probablement 35 fois depuis. Je n'ai pas répondu une seule fois. Ces SMS sont passés d'excuses à la colère, puis au désespoir, et vice-versa. Tu ruines ma vie pour de l'histoire ancienne. C'était avant qu'on soit fiancés. Techniquement, tu faisais à peine attention à moi à l'époque, alors c'est peut-être de ta faute. Mon père va te faire regretter ça. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Je t'aime. Classique.
d'une certaine manière, c'est quand même de ma faute, même si c'est elle qui a trompé et menti à ce sujet pendant plus d'1 an. Sa mère m'a envoyé un long email expliquant que j'abandonnais l'amour par fierté, que chaque couple avait ses secrets, et que je le regretterais quand je serais seul à 40 ans. Je ne crois pas, non. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Je suis complètement parti. J'ai appelé le lieu de réception et j'ai annulé ma part des réservations. J'ai perdu environ 3000 € d'art, mais honnêtement, ça valait chaque centime. J'ai dit toute la vérité à ma famille, et ils me soutiennent à 100%. Ma mère a dit qu'elle n'avait de toute façon jamais aimé la façon dont son père me regardait. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi pour avoir gardé mon amour-propre. Mon avocat garde tout documenté au cas où son père essaierait réellement de mettre ses menaces à exécution. Jusqu'à présent, c'est le silence radio de ce côté-là. Probablement parce qu'il sait qu'il n'a aucun argument valable et que toute dispute publique ne ferait que propager la véritable histoire encore plus loin. Je ne vais pas faire semblant d'aller parfaitement bien. 3 ans, c'est long. Je pensais que j'allais épouser cette femme. Je pensais que sa famille deviendrait la mienne. J'avais imaginé les fêtes de fin d'année, les enfants et le fait de vieillir ensemble. Mais je préfère être seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui me ment en plein visage pendant que son père rédige des contrats pour protéger ce mensonge. L'ironie, c'est que son père avait raison sur un point, j'avais bien besoin de protection en m'engageant dans ce mariage, pas contre le divorce, mais contre eux. À tous ceux qui lisent ceci et qui traversent une situation similaire, faites confiance à votre instinct. Si la famille de quelqu'un pousse pour un accord injuste, demandez-vous pourquoi. Et s'ils paniquent quand vous demandez des conditions équitables, il y a probablement une raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous les ayez. Merci d'avoir suivi mon histoire. Je finirai par m'en remettre.